Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 19h45 de iTélé. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. Khalifa Sall hume l'air frais de la liberté. Depuis hier, il est sorti de sa maison d'arrêt de Rebeuss. Il bénéficie d'une remise totale de peine en même temps que ses co-détenus Mbaye Touré et Yaya Bodian. L'ancien député maire de Dakar a été raccompagné par une foule immense, satisfaite de son élargissement. Plus de 4 heures d'horloge entre Rebeuss et les Parcelles Assainies où réside sa maman qui s'est exprimée à notre micro avec hauteur et sagesse. Dans le social, les services d'accueil des urgences dans les hôpitaux sont mal en point. Les usagers sont très peu satisfaits de l'État. L'État décide donc de réagir en initiant une politique de modernisation. L'ouverture des classes pour les enseignants du Sénégal, c'est déjà demain. Dans la banlieue de Dakar, les écoles sont en phase de nettoiement. À Kolda, ce sont les ASC qui s'y prennent, mais les abris provisoires risquent de fausser les prévisions. L'invité de ce lundi, Omar Adidem, spécialiste des partis politiques et des régimes africains, qui va décrypter pour nous l'actualité politique avec l'enchaînement des événements ces derniers jours qui donnent le tournis, le développement de tous ces titres. C'est dans un très court instant. Madame, Monsieur, bonsoir. La mère de Khalifa réagit en exclusivité sur ITV suite à la libération du fils qui lui manquait tant à l'unité 20 des Parcelles Assainies où la maman Adja Awanyang réside. Nos reporters ont pu l'interroger. Vous allez voir que la dame prend beaucoup de hauteur malgré les nombreuses agitations tout autour. On l'écoute ici au micro de Abdourahmane Ly. Je rends grâce à Dieu et à tous ceux qui ont milité pour la libération de mon fils. Ma reconnaissance envers vous est sans limite. Khalifa Ababakar Sall a toujours pris soin de moi et il est un fils que mes prières accompagnent toujours. Il est entré en politique très tôt et il a su allier cela avec ses études. Grâce à Dieu, il a réussi et aujourd'hui, nous sommes tous fiers de lui. Et moi, je suis fière de vous qui l'avez accompagné tout le long de son combat. Qu'Allah déverse sa grâce sur le pays. À sa sortie de prison, Khalifa Sall a pris un bain de foule, 4 heures de parade accompagnée par un monde enthousiaste de Rebeuss aux Parcelles Assainies où se trouve la résidence de la maman. Les partisans ainsi que les amis sont venus lui témoigner un soutien indéfectible. Les témoignages donc sont tous unanimes. C'est un homme bien et propre comme les habits qu'il porte, qui vient d'être élargi. Youssouf Konté et Augustin Mandan assurent le reportage. Le chemin a été long, mais les militants ont tenu à convoyer l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. Un jour de fierté pour ses nombreux partisans et sympathisants. Un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté parce que Khalifa, tout le monde a besoin de lui. Dakar attendait la sortie de Khalifa. Aujourd'hui, c'est déjà fait, nous rendons grâce à Allah. C'est beaucoup de plaisir et de joie et de fierté pour la libération de Khalifa Sall. Les Sénégalais attendaient depuis longtemps la libération de Khalifa Sall. Mais le contexte dans lequel Khalifa Sall est sorti est un contexte à saluer. La libération de Khalifa Sall s'est déroulée dans un contexte qui coïncide avec l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. De Rebeuss aux Parcelles Assainies en passant par la Médina, sans oublier cette scène spectaculaire juste devant la mosquée Massalikul Jinan entre Khalifa Sall et Mbaki Faye. Le long du parcours, un monde fou l'a accueilli en grande pompe. Khalifa Sall, très ému, nous avons essayé de lui soutirer quelques mots, mais il n'a pas voulu en piper un. Tout de même,
De temps à autre, il sortait la tête et avec des signes de la main, communiait avec le public. À son fief, Grand Yoff, l'ambiance était tout simplement à son paroxysme. Après Grand Yoff, direction les Parcelles Assainies où il est allé prononcer ses premiers mots devant sa mère. Jusque tard dans la soirée, ses militants et sympathisants ne l'ont quitté d'une semelle. Je rends grâce à Dieu et je remercie tout le monde. Ce sont les premiers mots de Khalifa Sall qui ont été aussi brefs que telluriques. Après sa libération, on l'a vu, une liesse populaire s'est emparée des rues et des artères de la capitale. Aux Parcelles Assainies, l'effervescence était à son maximum, d'où la grande émotion qu'il y avait sur place. Pape Alioune Sarr et Boubacar Ndiaye. Une foule immense massée à l'intérieur de la maison familiale de Khalifa Sall aux Parcelles Assainies. La libération de leur leader sonne comme un moment de délivrance que du bonheur sur leur visage. Jeunes, hommes et femmes, tous déterminés à accueillir l'ancien maire de Dakar. Du monde, il y en avait le désordre également, des jeux de coudes incessants, des partisans qui veulent tous voir Khalifa Sall. L'attente est longue, mais les khalifistes maintiennent le coup. Sa mère, elle, l'attend dans une chambre inaccessible pour la presse. Tard dans la nuit, le klaxonnement de son cortège ameute la foule. Khalifa Sall apparaît, sourire vissé aux lèvres. Il a fallu que les gros bras dispersent le monde qui obligeait Khalifa Sall à avancer à petits pas. Mais Khalifa Sall perce la foule, entre dans la chambre de sa mère pour enfin la rencontrer après plus de 2 ans d'incarcération. Khalifa ressort enfin, salue la foule. À la place des mots, il esquisse un sourire et rend grâce à Dieu. Il est désormais libre. Les alliés de Khalifa Sall se sont presque étonnés de sa libération, mais n'expriment pas moins une forme de soulagement. Toutefois, le combat n'est pas fini tant que l'amnistie n'est pas obtenue. Pour qu'il puisse donc recouvrer ses droits civiques et politiques. Reportage aux Parcelles Assainies ainsi qu'à Grand Yoff, le fief politique de Khalifa Ababacar Sall, Abdurrahman Ly et Maguette Fall. Khalifa Sall libéré suite à une grâce présidentielle hier dans l'après-midi. Une nouvelle qui arrive à point nommé, à en croire les populations de la commune de Grand Yoff. Mais pour le responsable adjoint des jeunes khalifistes, le combat doit se poursuivre ici dans ce fief de l'ex-édile de Dakar. Il dénonce une machination politique. La nouvelle, nous l'avons reçue avec satisfaction, avec sérénité, parce que nous savons que nous sommes dans un combat qui n'est pas encore terminé, un combat que nous menons depuis belle lurette. Et une étape a été franchie hier avec la grâce accordée à M. Khalifa Ababacar Sall. La prochaine étape, c'est vers l'amnistie, vers une annulation de la procédure, tout simplement, parce que c'est du faux, c'est quelque chose qui a été instrumentalisé, machiné, orchestré pour nuire une seule personne. Donc c'est ça, nous continuons le combat. Étonné mais comblé de cette libération, le frère aîné de Khalifa revient cependant sur cette peine qui a été infligée à ce dernier. Une peine qu'il aurait aimé qu'il purge jusqu'à son terme. La nouvelle nous a tous surpris. Nous étions loin de nous y attendre parce que tout simplement, nous n'avions pas eu à faire la demande et nous n'espérions pas avoir cette grâce. On ne s'attendait à rien venant du président Macky Sall. Que ce soit nous qui sommes ses proches parents, que ce soit Khalifa Sall qui est le principal concerné. Nous aurions aimé qu'on le laisse purger les 5 ans qui lui ont été affligés. Parce qu'en âme et conscience, nous savons qu'il n'a rien fait. Abondant dans ce sens, cet habitant des Parcelles Assainies, unité 20, lieu où réside la mère du désormais ex-pensionnaire de Rebeuss, exprime sa satisfaction.
Une excellente nouvelle lorsque j'ai entendu que Khalifa Sall a été libéré. Pour dire vrai, au départ, je n'y croyais même pas. Je me disais que c'était une blague de mauvais goût. À ce moment-là, j'ai quitté l'hôpital. J'ai cru à sa libération une fois sur les lieux. Je veux dire ici, devant la maison de sa mère, et d'avoir constaté la présence des militants et sympathisants. J'étais très content pour lui et je rends grâce à Dieu. Ce qui est sûr, Khalifa Sall a humé l'ère de la liberté, une liberté qui pourrait tout de même déteindre sur sa carrière politique. L'ancien député-maire a été gracié avec une remise totale de peine, une nouvelle bien accueillie par les Sénégalais en général. À la mairie de Dakar, les agents ont laissé éclater leur joie, allant jusqu'à rêver de son retour aux affaires, et les plus ambitieux le voient déjà au palais de l'avenue Roume. L'utopie et la réalité de demain. C'est un reportage de Omar Khan et Barasso. Ici, la joie est unanime. Vigiles, techniciens de surface et agents, tous sont heureux de voir leur ancien maire humer l'ère de la liberté. Ici, tout le monde est content de sa libération. Lorsque je suis venu ce matin, j'ai trouvé tous les agents très heureux. Sa libération nous a surpris et sincèrement, nous sommes très contents. Donc, sincèrement, content, trop. Très satisfait parce que tout le monde savait que Khalifa, sa place n'était pas en prison. Heureusement que l'autorité l'a compris et l'a libéré. Que ça soit une grâce ou pas grâce, l'essentiel c'est de voir Khalifa Sall libre. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes très contents. Il nous a beaucoup manqué. Même s'il n'est plus maire, nous sentons sa présence ici. Certains même aimeraient revoir Khalifa Sall aux commandes de la mairie de Dakar ou plus loin. Ce que nous lui souhaitons, c'est d'aller au-delà de la mairie. Nous voulons qu'il devienne président de la République. Il a déjà fait 2 mandats à la tête de la mairie. Il a bien travaillé, donc maintenant nous voulons qu'il devienne président de la République, tout simplement. Président de la République du Sénégal. Quand même, pourquoi pas? Khalifa est un citoyen et quand même il a pu faire beaucoup de choses à Dakar. Et je crois que les populations l'ont bien compris. Certainement, si demain il y a possibilité, mais pourquoi pas ne pas revenir à la mairie. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, est sorti ce dimanche de la prison de Rebeuss après 2 ans de détention sur l'affaire de la caisse d'avance. Une nouvelle qui enchante les agents de la mairie de Dakar. Libre, oui, mais Khalifa Sall devra batailler pour retrouver ses droits civiques et politiques. L'un des conseils de l'ancien pensionnaire de la prison civile de Rebeuss, Maître Khoureyshiba, en l'occurrence, a exprimé toute sa satisfaction après le décret présidentiel. L'avocat demande aussi d'aller plus loin avec l'amnistie en faveur de son client. Nous l'écoutons interrogé ici par Pape Alunsar. Si on devait comparer ça en utilisant l'imagerie militaire, on dirait que nous sommes dans une guerre et que peut-être c'est un combat qui a été gagné. La grâce, ce n'est qu'une étape de ce combat. Le processus final, c'est la loi d'amnistie, effectivement, parce qu'il faudra parachever le processus de dégel et de retour vers la paix par le recours à l'Assemblée nationale et l'émanation de la volonté populaire. Il a effectivement été dépossédé de son statut de maire, de député. Effectivement, tout cela, je pense, mérite une loi d'amnistie. Il va sans doute que les députés vont voter par standing ovation pour le retour de la paix. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire de cette actualité de Khalifa Sall. Les services d'accueil aux urgences dans nos hôpitaux sont défaillants. 96% ne respectent ni les normes ni les standards en vigueur. Les médecins urgentistes ne courent pas les rues. Conscient des lacunes, le gouvernement a initié des concertations pour la modernisation des urgences dans les structures sanitaires. Reportage
Mustapha Gabar Diop et Seleman Diallo. Les dysfonctionnements des services d'accueil des urgences des hôpitaux seront passés à la loupe durant 48 heures. Il s'agira pour les participants de relever les manquements de l'heure afin d'y apporter des améliorations. Très souvent, quand le système de santé est pointé du doigt en termes d'insatisfaction, il s'agit généralement de cas d'urgence. Donc, il était important que l'on se retrouve pour que, enfin, le Sénégal puisse disposer d'une feuille de route pour résorber les gaps en matière de prise en charge des urgences, mais aussi en matière d'accueil des urgences. Les acteurs de la santé devront établir un programme prioritaire de modernisation des services d'accueil des urgences. La qualité des services sera principalement définie par le niveau d'organisation de ces urgences et la célérité des interventions dispensées. Les thématiques qui seront abordées, qui vont du plateau médical aux ressources humaines, en passant par les médicaments et les infrastructures, fondamentalement, nous allons traverser la question et l'aborder de manière exhaustive et sans complaisance pour présenter une feuille de route réaliste et réalisable. La priorité aujourd'hui, c'est d'avoir le minimum nécessaire de médecins spécialistes en urgence et d'avoir des équipements bien structurés qui répondent aux urgences pour prendre en charge les urgences, que ce soit en matière structurelle, les infrastructures, mettre aussi le matériel pour la prise en charge des urgences et les médicaments. Et je pense que si on parvient à mettre au minimum dans la plupart des zones, des régions, des structures sanitaires qui peuvent coordonner les urgences et renforcer le SAMU. Selon l'article 8 de la loi portant sur la réforme hospitalière, le service public hospitalier garantit pour tous un accès équitable aux soins. Une mission qui constitue une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. À la veille de l'ouverture des écoles, la banlieue dakaroise se prépare et se mobilise pour une rentrée des classes dans des conditions optimales. À Diamaguène et Tivaouane-Diacksao, des investissements humains ont été lancés pour aseptiser les écoles. Sur place, on met tout en œuvre pour concrétiser le slogan Obitei Djangtei. C'est un reportage sur place dans la banlieue de Boudal-Ndiaye. Dans la commune de Diamaguène-Sikambao, des associations se sont mobilisées pour rendre les écoles praticables. Nous sommes au nettoyage. Nous avons nettoyé les salles de classe, les cours de l'école. Ici, il y avait de l'eau ici. On a remblé avec du sable. On a nettoyé les salles de classe. Nous ne comptons que sur la mobilisation d'une association qu'on appelle les coordinations des musulmans du Sénégal. C'est la seule association qui, chaque année, c'est leur deuxième année consécutive, viennent nous aider pour enlever l'eau. Vous voyez, la situation, comme je l'ai dit, elle est délicate. Donc ça va être difficile. C'est une situation récurrente. Ici, seule la population ne peut pas le régler. Nous l'avons demandé à maintes reprises. Nous demandons solennellement au gros bras, à l'État, de venir nous aider dans cette école. Pour cette année, les populations veulent que le concept Ubitei Djangtei soit une réalité. Pour matérialiser le concept Ubitei Djangtei, on a appelé toute la population de Diamaguène et toutes les associations sont venues pour nous donner un coup de main et Inch'Allah, on va ouvrir le 3. La situation, elle est délicate dans cette école. C'est une situation récurrente qui dure presque près de 20 ans. Chaque année, nous nous retrouvons dans des situations pareilles. Donc, nous avons pratiquement 7 classes qui sont sous les eaux. Et donc, pour être à jour dans ce Ubitei Djangtei, ce sera très difficile. Dans la commune de Diamaguène-Sikambao et dans certaines communes de la banlieue, les populations se mobilisent pour une bonne rentrée des classes. Pour ces habitants de la banlieue, le concept Ubitei Djangtei doit être une réalité cette année. En cette veille d'ouverture des classes, les associations sportives et culturelles du Fouladou travaillent aussi à l'effectivité du concept Ubitei Djangtei, mais cela risque d'être un peu compliqué dans la mesure où plusieurs établissements ne seront pas opérationnels avant un mois. Au Fouladou, les classes, pour la plupart, sont des abris provisoires. Les élèves sont encore dans les champs et les effectifs des enseignants ne sont pas assez suffisants. Reportage sur place d'Essay Doudiata. La rentrée des classes approche à grands pas et les écoles doivent du coup être prêtes à accueillir les élèves, car la concrétisation du concept Ubitei Djangtei repose sur la conjugaison des efforts. À Kolda, les mouvements associatifs et sportifs entendent pleinement jouer leur partition. Nous devons œuvrer pour que ça soit une réalité. Et pour cela, il faut que tout le monde y mette son grain de sel.
Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, l'école est pour nous, c'est pour nos enfants. Aujourd'hui, l'ASC Kissal, il y a l'ASC Labal, il y a l'ASC Fouladou. On s'est réunis pour vraiment désherber l'école, faire un nettoyage, afin que le Oubité Djangité soit une réalité vraiment au niveau de l'école Cheikh Maher Aïdara. C'est possible, vraiment, si les écoles sont désherbées. Seulement désherber et nettoyer les établissements ne sont qu'une partie de l'équation de la réalisation du concept Oubité Djangité. Il faut plus que ça en termes de dispositions à prendre. Si nous prenons le monde rural, où il y a presque des abris, où les parents utilisent les enfants comme main-d'œuvre, c'est très difficile pour ce concept. Parce que dans certaines parties de la région, il y a des écoles qui sont en abri provisoire. Et même si on désherbe, il faudra attendre jusqu'au mois de janvier pour démarrer les cours. Je pense que les collectivités locales doivent accompagner les établissements pour non seulement désherber, mais évidemment pour désinfecter certaines classes. La municipalité ne peut pas tout faire pour que le Oubité Djangité soit une réalité. Il faut que nous, en tant que vraiment une association organisée, connaître vraiment ces municipalités-là, désherber l'école. Offrir aux enfants des fournitures scolaires, c'est prévu. C'est prévu, l'ensemble des 3 AS ont prévu ça. Malgré la volonté des communautés, certaines écoles ne seront point opérationnelles avant un mois. S'y ajoute la disponibilité des élèves et le manque d'enseignants endémiques dans certaines localités à travers la région. Et l'actualité internationale nous mène ce soir au Cameroun où ça discute en politique. En Somalie, les Chebabs ont encore frappé. En France, Jacques Chirac a été porté en terre. C'est un récit de Amargor Robernian. Nous démarrons ce survol de l'actualité internationale en Somalie. À Mogadiscio, une bombe a visé un convoi militaire italien. Dans le même temps, les terroristes ont mené une attaque contre une base américaine au nord-ouest de la capitale. Selon l'armée et le gouvernement, les islamistes ne sont jamais parvenus à entrer dans le complexe et ont tous été tués à l'extérieur. Il n'y aurait aucune victime au sein de la base. Plus tard, Washington a condamné l'attentat puis félicité l'armée somalienne pour avoir réussi à repousser l'assaut des Chebabs. Les affrontements contre les Chebabs sont réguliers dans cette région qu'ils contrôlent en partie. Des convois militaires sont parfois ciblés, mais rarement les islamistes ont pu s'en prendre directement à la base américaine. À Mogadiscio, un véhicule piégé a heurté un convoi transportant des conseillers militaires italiens de la mission de formation de l'Union européenne en Somalie, une attaque également revendiquée par les Chebabs. Au Cameroun, démarrage du dialogue national ce lundi, des débats qui visent à trouver des solutions à la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du pays. La concertation nationale est organisée à l'initiative du président Paul Biya. Les participants se sont retrouvés au Palais des Congrès de Yaoundé pour la cérémonie d'ouverture, un moment d'émotion, de prière et d'encouragement des chefs religieux de différentes confessions. La grande salle du Palais des Congrès était remplie de monde. Plus de 1500 personnes ont pris part à la rencontre. L'on note également l'absence du président camerounais Paul Biya. Hors de nos frontières, toujours, le Burundi met en garde l'Organisation des Nations Unies contre toute ingérence dans la présidentielle. Le chef de la diplomatie burundaise, Ezekiel Nibigira, avertit l'ONU contre toute velléité d'intervenir dans l'élection présidentielle de 2020 qui serait considérée comme une atteinte à sa souveraineté. Le processus électoral est une affaire interne et en cas d'accompagnement international, il ne doit pas donner droit à des actes d'interférence, a-t-il souligné devant l'Assemblée générale des Nations unies. L'élection présidentielle des députés et des conseils communaux se tiendra le 20 mai 2020. La campagne électorale est prévue du 27 avril au 17 mai. Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat. Il avait été réélu en juillet de la même année. Les violences et la répression qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1200 morts et déplacé plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête.
En France, pour terminer, les obsèques de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, décédé jeudi 26 septembre, ont eu lieu ce lundi, jour de deuil national. Jacques Chirac, décédé à l'âge de 86 ans, a été inhumé au cimetière de Montparnasse à Paris. Après une cérémonie privée, les honneurs militaires et un office solennel à l'église Saint-Sulpice qui a réuni des milliers de personnes, dont des dizaines de personnalités politiques françaises et étrangères. À ce stade du journal et avant de recevoir l'invité, l'invité de ce journal, Mamadou Adidem, docteur en sciences politiques, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de Dakar. Bonsoir, M. Dem. Bonsoir, M. Merci de répondre à notre invitation. Ce qui se passe au Sénégal du point de vue politique est assimilable à une tectonique des plaques, un tournant majeur. Le président Macky Sall et Abdoulaye Wade ont dépassé leur rancœur. Khalifa Sall a recouvré sa liberté. Quel est votre cri de lecture après tous ces événements? Je vous remercie pour cette invitation. Effectivement, beaucoup de choses se sont passées ce week-end. Aussi bien sur le plan religieux, social et politique. Sur le plan religieux et social, nous avons vécu tous l'effervescence de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, qui a été des moments de ferveur religieuse et sociale, donc qui participent effectivement aussi à apaiser l'espace social. Sur le plan politique, nous avons vécu les retrouvailles Abdoulaye Wade, Macky Sall, mais aussi la libération de Khalifa Sall. Tout cela avec un rôle essentiel qu'a joué le khalife général des Mourides. Mais au-delà de toute cette effervescence et au-delà de tout ce que l'on peut dire sur ce qui s'est passé ce week-end, je pense qu'il est nécessaire que l'on s'arrête un tout petit peu et faire une analyse assez lucide politiquement de ce qui s'est passé. Nous avons assisté, comme je l'ai dit, à cette effervescence politique parce que justement, depuis un certain temps, on voit que le temps du politique et le temps du judiciaire sont imbriqués. C'est ça, je ne vous coupe pas. Vous jugez que les analyses qu'on entend dans la presse de gauche à droite ne sont pas lucides actuellement? Je ne dis pas qu'elles ne sont pas lucides, mais je pense qu'au-delà de toute cette ferveur-là, il est nécessaire aujourd'hui de réinterroger ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé interroge fondamentalement le fonctionnement de nos institutions. Et c'est essentiel. C'est essentiel dans la mesure où la démocratie repose fondamentalement sur ce que l'on appelle la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, qui sont des pouvoirs beaucoup plus politiques, et le judiciaire, qui est le garant du respect des libertés, les libertés politiques, les libertés civiques, etc. Mais on voit qu'aujourd'hui, le temps du politique et le temps du judiciaire se sont imbriqués, de sorte que cela remet fondamentalement en question cette séparation des pouvoirs. D'accord. Donc il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté dans l'espace politique. Il y a une faiblesse donc, des institutions qu'il faut revoir, mais aussi il faut réinterroger aujourd'hui la place de ce que l'on peut appeler l'indépendance de la justice, puisque aujourd'hui c'est le temps du politique qui détermine le temps du judiciaire, comme je l'ai dit. Les institutions peuvent être faibles, mais ici au Sénégal, en fait, il n'y a pas de crise politique majeure. Certes, nous n'avons pas connu d'affrontement politique majeur, mais il y a une véritable crise de fonctionnement des institutions de la République. Ça, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas le nier. Ce n'est pas parce que nous n'avons jamais connu de guerre civile, que nous n'avons jamais connu de graves crises post-électoraux, que tout va bien. On a vu comment, parfois, les institutions sont instrumentalisées à des fins politiques.
pour le compte, pour la plupart, de l'exécutif. La conséquence fondamentale, c'est qu'on a un super pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire qui est parfois aligné aux ordres du pouvoir exécutif. Cela remet en question, comme je l'ai dit, fondamentalement le fonctionnement de la démocratie. C'est ça. Est-ce que ce qui s'est passé ce week-end dénote d'une forme de recomposition politique à laquelle on doit s'attendre? Oui, au-delà du fonctionnement des institutions, cela va fondamentalement, aujourd'hui, on va fondamentalement assister à une recomposition politique, dans la mesure où Khalifa Sall est un acteur politique majeur. Et on a vu comment, justement, avec sa condamnation, il a été mis hors de course durant la dernière élection présidentielle. Aujourd'hui, nous allons assister à nouveau à une reconfiguration de l'espace politique autour de deux pôles. Khalifa Sall qui va fondamentalement aujourd'hui réincarner ou participer à la renaissance du socialisme, et de l'autre côté, les retrouvailles Wade-Macky Sall vont permettre aux libéraux donc, de se retrouver autour soit de la personne de Macky Sall ou d'une autre personnalité issue de ce courant. Ouais. Khalifa Sall qui n'a pas bénéficié d'une amnistie, qui n'a donc pas tous ses droits, quel est son avenir à votre avis? Son avenir, à mon sens, sur le plan politique, reste quand même assez sombre et va dépendre de la capacité de résistance et de lutte de ceux qui sont appelés à le soutenir. Puisque je pense que le combat pour lui sur le plan politique ne vient que commencer. Parce qu'il s'agit là d'une grâce qui n'efface pas la condamnation. Et la perte de ses droits civiques et politiques va constituer un frein essentiel à son engagement politique. Et aujourd'hui, toute la lutte va tourner autour de comment faire pour arriver à ce que le processus aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire aller jusqu'à voter une loi d'amnistie qui lui permettra de recouvrer tous ses droits civiques et politiques. Et Karim Wade, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il va revenir dans le jeu politique? Écoutez, Karim Wade, ça reste le mystère politique de ces dernières années au Sénégal. Je pense qu'il est très difficile de parler du cas Karim Wade, puisqu'il y a tout un mystère qui entoure aussi bien sa libération, mais aussi qui entoure son exil politique. Puisque peu de Sénégalais vous diront qu'ils ont eu des déclarations venant de Karim Wade par rapport à ce qu'il compte faire, etc. Donc il y a toute une nébuleuse là aussi qui entoure cette libération. Et ce qui fait que, en tout cas sur des éléments factuels, nous ne disposons pas assez d'éléments pour permettre de dire ceci ou cela par rapport à son retour sur le plan politique. La grande question, c'est est-ce qu'il reviendra même sur politiquement? C'est ça, on est rattrapé par le temps, mais l'apaisement politique auquel on en droit, est-ce qu'il va avoir un impact sur le social, l'économie des Sénégalais? Bien sûr, le président Macky Sall sortira gagnant de cet apaisement du climat social et politique. Cela va permettre justement aux citoyens de retourner à leurs occupations. Cela va permettre une impulsion donc, des activités économiques et cela va permettre aussi d'attirer les investisseurs étrangers, puisque vous savez qu'un climat politique et social apaisé peut être source peut contribuer à favoriser la venue d'investisseurs. Donc, dans un contexte marqué par la découverte du pétrole et du gaz, nous avons tout intérêt aujourd'hui à retrouver cette tranquillité de l'espace social pour ne pas connaître ce que certains pays à côté près de nous ont connu, ce que l'on appelle globalement la malédiction des ressources. C'est ça. Donc c'était bien en résumé d'édulcorer les positions des uns et des autres. D'édulcorer, de mettre de l'eau un peu... Mais bien sûr, il le fallait. Il fallait donc de mettre de l'eau dans la position des uns et des autres
pour apaiser cet espace social-là et permettre justement la relance des activités sociales, des activités économiques, puisque, vous le savez, depuis pratiquement l'élection présidentielle, tout tournait au ralenti. Donc on est un pays d'éternels débatteurs, on est un pays... Certes, c'est bien pour la vie de la démocratie, c'est bien pour le fonctionnement des institutions, mais quand on en fait trop, cela peut affecter les activités, surtout économiques. Voilà, merci beaucoup, M. Mamadou Adidem, d'avoir répondu à notre invitation ce soir dans le journal. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ce journal donc est à présent terminé. Après le générique, c'est la météo et il nous inspire. Restez avec nous. Moi, je vous retrouve demain dans le 19h45. Bonne soirée.